Yo, je viens d'enregistrer un vlog de 14 minutes où je commence en disant que le vlog sera très court. Du coup, je ne sais pas si je vais le garder ou si je vais carrément le refaire. En même temps, le sujet intéressant, je t'explique comment je travaille avec les parents, comment se déroule une séance de coaching et je réponds justement à une mère qui m'a envoyé un email concernant son enfant au primaire qui a du mal avec les problèmes mathématiques. Donc si tu es intéressé vraiment par le contenu du vlog, je t'invite à continuer la vidéo. Ce sera une vidéo où je parle de manière sérieuse, je fais pas de blagues, je souris pas. Donc si tu es intéressé, continue la vidéo, sinon je te dis carrément à demain. Et je vais répondre en fait à un email que j'ai reçu, une question que j'ai reçue d'une mère. Je vais partager ici une nouvelle fois ma réponse, parce que je lui ai déjà, comme je t'ai dit, je lui ai déjà répondu. Mais avant cela, il faudrait d'abord que j'explique comment je travaille, quel est mon objectif dans le coaching. Quand je rencontre un parent, comment je travaille avec la famille. Puisque je te le rappelle, je ne travaille pas avec un enfant, je travaille avec une famille. Puisque c'est toute la famille, les habitudes de toute la famille qui doivent changer pour que l'enfant puisse développer les bonnes habitudes à son tour par mimétisme et qu'il puisse évoluer dans un environnement qui soit propice à l'efficacité, à la productivité et donc à la réussite et la réussite scolaire, entre autres. Donc la première chose que je fais, c'est déjà identifier les problèmes, les lacunes. Mais pas les problèmes de surface. Par exemple, mon enfant a du mal à l'école, c'est pas ça, c'est un discours de surface. Quelles sont les véritables lacunes? Par exemple, ici, dans le cas particulier, c'est il a du mal à comprendre les énoncés. L'enfant dont il est question a du mal à comprendre les énoncés. Donc d'abord, je vais isoler les véritables lacunes et ensuite, je vais essayer d'apporter des solutions qui ne sont pas scolaires. Par exemple, un enfant qui a du mal avec l'expression écrite, la seule façon de progresser, eh bien, c'est d'écrire. Il faut pratiquer. Maintenant, comment on pratique? Est-ce qu'on va obliger l'enfant, va-t-on obliger l'enfant à écrire des cours, à faire des pinceaux, etc. Ou va-t-on lui proposer une activité où il doit écrire et surtout une activité qui lui plaît? Un exemple, un exercice que je donne aux familles. Chaque semaine, l'enfant doit écrire un article entre 10 et 30 lignes, ça dépend de l'âge, sur une activité qu'il aime. Par exemple, s'il est passionné par le foot, il peut écrire un article sur le match qu'il a vu le week-end, sur son joueur préféré, une équipe. Ici, les objectifs, c'est qu'il apprenne à chercher par lui-même, donc à aller sur Internet, à utiliser les outils plutôt que simplement regarder des vidéos drôles ou des dessins animés, etc. Qu'il apprenne à les mettre sur le papier et surtout qu'il pratique, qu'il écrive en faisant un minimum de fautes. Donc le parent, lorsqu'il va corriger, il ne va pas corriger l'idée, il va corriger la forme. Est-ce que c'est compréhensible? Est-ce qu'on peut mieux formuler les phrases? Est-ce que le texte rédigé par l'enfant est vraiment compréhensible? Ensuite, corriger les fautes. Par contre, le sujet traité, c'est l'enfant qui choisit le sujet. Donc ça, c'est je pense, une bonne idée. Évidemment, ce n'est pas... si c'était une bonne idée pour tous les enfants de la planète, ça se saurait déjà, l'idée se serait déjà propagée. Donc ça à tester et à adapter en fonction du profil de chacun. Et concernant les problèmes mathématiques, surtout ceux qui ont du mal à comprendre les énoncés, comme l'email que j'ai reçu, la question que j'ai reçue de cette mère. Qu'est-ce qu'un problème mathématique? C'est juste une situation qu'il faut analyser, interpréter et en sortir ensuite quelque chose un résultat qui nous intéresse. Donc, il faut habituer l'enfant à analyser des situations et en retirer quelque chose. Et l'erreur que font la plupart des parents, alors l'erreur, c'est pas vraiment une erreur, c'est plutôt une conséquence malheureuse de plusieurs contraintes de la société. C'est qu'on a tendance à réfléchir à la place de l'enfant parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'attendre que l'enfant construise sa pensée et nous la donne. On n'a pas le temps de laisser l'enfant en fait construire son opinion et la partager, lui laisser le temps de s'affirmer. Donc on va terminer ses phrases, on va choisir à sa place, il prend trop de temps pour donner son avis. Du coup, l'enfant n'est pas habitué à chercher. Évidemment, lorsqu'on cherche, parfois on trouve les bonnes réponses, on trouve aussi les mauvaises réponses. Donc il faut qu'il soit habitué à faire cette recherche pour en retirer quelque chose. Lorsqu'on analyse un problème mathématique, je rappelle ma méthode RCR, alors c'est juste le nom, c'est moi qui ai donné ce nom-là, mais tu peux retrouver cette méthode sous d'autres noms un peu partout. Raisonnement, calcul, rédaction. La première étape lorsqu'on traite un problème mathématique, c'est d'abord déjà de lire l'énoncé à haute voix pour être sûr de bien comprendre les mots, parce qu'on peut comprendre l'idée générale, mais il y a des mots importants dans un énoncé. Si on passe à côté de ces mots-là, on ne va pas comprendre ce qu'on nous demande de faire. Donc, il est important de s'assurer que l'enfant comprenne chaque mot. Par exemple, lorsqu'un enfant me dit « j'ai compris », je lui dis « ok, explique-moi ». Si tu es incapable de m'expliquer avec tes propres mots, même si ton vocabulaire est réduit par rapport au mien, si tu es incapable de m'expliquer avec tes propres mots, c'est qu'il manque quelque chose. Donc, on va revoir l'explication, on va peut-être lui donner une autre forme. On va la revoir jusqu'à que tu aies vraiment compris la situation, que tu aies vraiment compris ce qu'on est en train de dire. Donc, une fois qu'il a lu à voix haute et qu'il a bien compris chaque mot, on va isoler chaque information importante de l'énoncé. Alors,
Je préfère remplacer le mot important par pertinent. Donc par rapport à la question qu'on va traiter, il y a des informations qui seront pertinentes ou non. Si par exemple on me dit Thomas a 2 pommes et il a 25 ans, d'accord, c'est des informations certainement importantes. Si on me demande qui est le personnage, eh bien les 2 pommes et les 25 ans, c'est pas pertinent. Ce qui est pertinent, c'est le prénom Thomas. Si on me demande combien de pommes a Thomas, eh bien ce qui est pertinent, c'est le nombre de pommes, c'est pas son âge. Donc en fonction de la question, il y aura des informations qui seront pertinentes ou non. La deuxième étape, c'est d'isoler les informations pertinentes par rapport à la question, les écrire sur un brouillon. L'histoire du surligneur qu'on passe sur l'énoncé, je préfère dire aux élèves d'oublier ça. Parce qu'il commence à changer de couleur, ensuite il faut changer de support en fait dans la main. On passe du stylo au premier surligneur, ensuite le deuxième. Prends une feuille de brouillon, habitue-toi à travailler avec une feuille de brouillon, puisque c'est ça qui va te suivre jusqu'à la fin de tes études et même dans ton travail. Alors que le surligneur, parfois tu l'auras, parfois tu l'auras pas. Donc prends l'habitude d'isoler les informations pertinentes sur une feuille de brouillon. Et ensuite, ce sera à toi de les relier pour trouver le calcul ou l'équation à résoudre. Donc si on me dit Jean a 2 pommes, Thomas a 3 pommes, combien ont-ils de pommes? C'est le problème, l'exemple que j'adore donner à mes élèves. Donc d'abord isoler, on voit que l'observation, isoler les informations pertinentes, on voit que Jean a 2 pommes, Thomas a 3 pommes. On sait que réunir les pommes revient à faire une addition. Donc j'identifie le calcul, le raisonnement qu'il faut avoir pour trouver le résultat. Ici c'est une addition qu'il faut faire. Ensuite je fais l'addition et ensuite j'interprète le résultat ou je conclus. Donc tout cela, en fait, c'est une méthodologie étape par étape. Le problème, c'est que, justement, le problème lorsqu'on donne des problèmes, c'est que, en fait, on donne un énoncé et l'enfant, il est un peu perdu, il ne sait pas par où commencer. Comme on dit, le premier pas est le plus important et le premier pas est le plus difficile. Je pense que c'est plutôt ça la phrase. Le premier pas est le plus difficile parce que, ok, on peut avoir une image du chemin complet, mais on commence où? Donc, avoir cette méthodologie, même si elle est un peu plus longue, avoir cette méthodologie où chaque pas est défini, chaque étape est définie, ça permettra à l'enfant, encore une fois, ce n'est pas une vérité universelle, mais ça aide dans la majorité des cas. Jusqu'à présent, je n'ai pas rencontré d'enfants qui avaient du mal avec cette méthode. Commencer avec une étape, puis une deuxième, puis une troisième, ça permet à l'enfant de se concentrer sur une chose à la fois. C'est un peu comme ne pas se concentrer sur la forêt, se concentrer sur un arbre, et ensuite passer au deuxième arbre, etc. Et c'est un peu comme ça que j'aide les parents à mieux suivre leur enfant. Je te le rappelle, avec les enfants, je les aide à devenir plus autonomes, et avec les parents, je les aide à mieux comprendre comment, on va dire, retirer la partie scolaire de l'apprentissage. Parce que l'une des erreurs qu'on fait, c'est de laisser croire que c'est à l'école qu'on apprend. Du coup, les enfants pensent que lorsqu'ils ne sont pas à l'école, ils n'apprennent pas. C'est à l'école qu'on apprend. Je t'invite à voir mon vlog sur la vie après 18h. Je rencontre des adolescents qui me disent qu'ils ont du mal à travailler à la maison, ils ont du mal à se concentrer. Et c'est en partie, je ne dis pas que c'est uniquement ça, c'est en partie lié au conditionnement qu'on a dans notre société. Et surtout le conditionnement que les parents montrent, le modèle que les parents montrent. Quel est ce modèle? Eh bien, pour la plupart d'entre nous, on a un emploi dans la journée et on travaille pour un patron, on travaille surtout pour payer nos factures. Et quand 18h arrive et qu'on rentre chez nous, eh bien, notre vie, en fait, notre journée, elle s'est arrêtée. L'enfant ne peut pas, comment dire, s'inspirer des autres, s'inspirer de ses parents pour cultiver sa soif d'apprendre. Du coup, il ne pourra pas copier certaines habitudes. Travailler, c'est pas si simple que ça. Ce qu'on appelle travailler, c'est un verbe, c'est un ensemble d'activités et c'est flou. Donc, il vaut mieux... alors, je ne sais même pas combien de temps, depuis combien de temps je parle. Peut-être que la vidéo sera un peu longue. En gros, travailler, c'est tellement flou qu'il vaut mieux sélectionner, définir vraiment quelles sont les activités. Et on se rend compte, une fois qu'on les a définies, c'est ce qui m'a permis de m'améliorer dans mon coaching. Définir chaque activité inclue dans le travail, c'est ce qui m'a permis de, entre guillemets, déscolariser, rendre la chose moins scolaire. Et donc de dire aux parents et aux enfants, eh bien, si vous voulez que votre enfant développe, s'améliore en calcul mental, entraînez-le à faire ci au lieu de l'entraîner à apprendre ses tables de multiplication, par exemple. Pour moi, les 2 activités extrascolaires qu'il faut absolument enseigner aujourd'hui, ou du moins laisser les enfants faire, ou les pousser, les motiver à continuer, et surtout ne pas les supprimer même s'il y a des mauvaises notes, eh bien c'est le sport, peu importe le sport, peut-être le sport... Allez, même un sport individuel, peut-être un sport individuel et surtout le théâtre. On néglige le théâtre depuis plusieurs années, c'est un truc pour les artistes, je ne sais pas quoi, il faut la fibre, mais tu n'as pas besoin de devenir le meilleur acteur, de développer le meilleur jeu d'acteur. La théâtralité est super importante, l'expression corporelle, la capacité à s'exprimer de manière orale et aussi de manière écrite. Que tu le veuilles ou non, tu as d'abord appris à parler avant d'apprendre à écrire. Ton expression orale va influencer ton expression écrite. Alors oui, on dit qu'il faut lire des livres, etc. Mais je pense que tu connais tout comme moi
des personnes qui lisent beaucoup de livres et qui sont timides ou qui ne savent pas, qui ont du mal à parler au premier individu. Moi, ce qui m'a permis de m'améliorer au niveau des vidéos, c'est de faire des vidéos, de m'exprimer. Et aujourd'hui, en fait, j'ai eu aussi d'autres expériences dans ma vie où j'étais amené à parler devant un public plus ou moins large. Donc, j'ai appris à parler et à organiser mes idées très rapidement. Parfois, souvent, je parle dans tous les sens. Il reste un sujet commun et ça reste intéressant. Par exemple, moi, ce que je voulais éviter avec mes vlogs, c'est de simplement raconter ma vie. Je ne voulais pas tomber dans ce piège-là. Et justement, le fait de publier une vidéo tous les jours, eh bien, ça peut sembler assez difficile. J'ai eu le temps de m'entraîner avec les podcasts. Je continue de bégayer. Par exemple, pour cette vidéo, j'aurais du mal à faire le montage. Généralement, ça me prend 2 à 3 heures pour faire une vidéo de 10 minutes parce que je refais souvent les plans. J'essaie de retirer un maximum de bégaiement, etc. Parce que je n'ai pas une version écrite du vlog. Par exemple, là, je suis en train de faire une vidéo complètement improvisée. Je n'ai pas de version écrite. Du coup, il m'arrive de partir dans tous les sens, de m'oublier, de perdre le fil de mes pensées et je ne sais plus ce que je disais ou je trébuche sur des mots, etc. Et bien justement, je m'entraîne pour que ça arrive moins souvent. S'il fallait tourner ça de manière scolaire, si par exemple j'étais, je sais pas, même en sciences politiques ou quelque chose où il faut s'exprimer, eh bien si j'avais gardé la partie scolaire, peut-être que j'aurais même abandonné les études. Mais là, le fait que ce soit à travers une activité extrascolaire, une activité qui me plaît, c'est juste me filmer et publier sur YouTube. Et ça me permet de travailler des compétences. Et c'est comme ça que certains sont devenus des conférenciers ou autres. Ça a d'abord commencé avec un loisir qui est devenu une passion. Et ensuite, c'est devenu leur métier. C'est pour cela d'ailleurs que tu as des coachs sportifs qui ne sont pas diplômés et qui obtiennent de meilleurs résultats financiers que des coachs qui ont le diplôme. Parce qu'eux, ils ont la partie scolaire et ne savent pas forcément comment traduire ça dans leur quotidien ou autre. Bon, j'espère que la vidéo t'a plu. Normalement, si tu regardes cette séquence, c'est que tu as regardé toute la vidéo, sauf si tu as sauté des étapes. Mais bon, vu la longueur de la vidéo, je t'en veux pas trop. Du coup, dis-moi en commentaire si tu as envie d'avoir davantage de contenu de ce type. Peut-être pas tous les jours, mais si tu as envie, peut-être que je prenne davantage le temps d'expliquer comment je travaille avec les parents au niveau du coaching, etc. Donc vraiment le concret dans la pratique. Aussi comment, en fait, avec la communication, le type de questions que je pose aux enfants pour vraiment connaître leur profil, identifier leur profil. Évidemment, c'est pas une science exacte. Généralement, en fait, en un seul rendez-vous, j'ai déjà des solutions à proposer. Et je répète aux parents que ce ne sont pas des solutions parfaites. Il faut tester et adapter. Et si tu as envie d'avoir plus de vidéos de ce type, dis-le moi en commentaire. Sinon, à partir de demain, je reprends les vlogs comme d'habitude. Voilà. If you don't know me by now, I doubt you'll ever know me. I never won a Grammy, I won't win a Tony, but I'm not the only